quand on travaille sur les aspects donc de la transition énergétique ou transition écologique, en tout cas la transition énergétique étant évidemment un facteur clé de cette transition écologique, on doit quand même toujours se poser la question, et c'est ce que j'essayais de faire dans un modeste texte de loi hier, du pourquoi et du comment. Et en fait, le pourquoi on fait tout ça, ben, évidemment, c'est parce qu'il est urgent de défossiliser. Je sais que ça fera sourire certains, mais oui, je vais parler moi de défossilisation et non pas de décarbonation, parce que c'est le seul moyen que j'ai moi d'embarquer mes concitoyens dans ma circonscription. Si je veux qu'ils comprennent ce que l'on fait, ben, je leur parle de défossilisation. Si je leur parle de décarbonation, j'en ai 3/4 qui ne comprennent pas. Et je leur jette pas la pierre. Mais je pense qu'il faut parler de défossilisation. C'est comme ça qu'on comprenne nos concitoyens. Dans la salle, là, je sais que tout le monde sait ce que c'est, ne inquiétez pas, c'est pas la question. Mais franchement, pensez-y, parce que c'est vraiment quelque chose de majeur, et je le dis pas, je le dis parce que je pense que tout le monde ne comprend pas les enjeux, et du coup, quand moi je me place avec mes 576 copains ou copines, c'est entre guillemets copains copines à l'Assemblée nationale, je m'aperçois qu'il y en a quand même beaucoup qui n'ont toujours pas compris ce que c'était la décarbonation et encore moins la défossilisation ou l'inverse. Et donc là, on a un vrai sujet. Et donc le pourquoi et le comment, c'est pourquoi on fait ça, parce qu'on veut atteindre cette fameuse neutralité carbone, parce que oui, il faut réduire l'impact climatique, etc. On sait très bien que 45% aujourd'hui du CO2 que l'on émet dans nos différentes activités n'est pas fixé d'une manière ou d'une autre. Et donc le problème, il est là. Donc il faut à la fois réduire évidemment les quantités que l'on émet et en même temps, il faut évidemment en fixer beaucoup plus. Et donc ça, c'est un véritable sujet. Et le comment, on l'a abordé en France à travers plusieurs stratégies. Moi, je vais parler de ce que je connais. Je crois qu'on a donné un certain nombre d'orientations, notamment la loi d'orientation des mobilités en 2019. Ça ne nous rajeunit pas, mais enfin, on va en fêter les 5 ans. Hein, ça sera le 23 décembre prochain. C'est les 5 ans de la promulgation. Donc, c'est pour bientôt. Et à l'époque, quand on fait ça, on dit, moi j'en étais le rapporteur pour la partie dont développer des mobilités plus propres et plus actives. J'ai d'ailleurs fait en sorte que le titre s'appelle développer des mobilités plus propres, parce qu'encore une fois, la mobilité propre n'a jamais existé et n'existera jamais. Donc voilà, ça aussi, c'est pas de la politique, c'est de la science, c'est du bon sens paysan, et j'espère qu'il en reste encore un peu. Et donc quand on fait ça, à l'époque on dit, bon, on va progressivement engager quelque chose qui nous permettra, une démarche qui va nous permettre de sortir progressivement des fossiles. C'est ça qu'on veut faire. Donc c'est la fameuse défossilisation. Et à ce moment-là, on est maintenant vraiment dans le comment on fait. Eh bien, on fait en favorisant tout ce qui ne concerne pas les fossiles. Et donc, la neutralité technologique que vous sentez obligé de rappeler, que moi-même je me sens obligé de rappeler, on ne devrait pas avoir à le rappeler. Évidemment qu'il faut être neutre technologiquement, puisque l'objectif, c'est pas de choisir une technologie plutôt qu'une autre. L'objectif, c'est de défossiliser. Et donc, on doit additionner les solutions. Et c'est ce que moi, j'essaie de porter modestement dans les petits combats que je mène. Et parfois, on y arrive, parfois, on n'y arrive pas. Et je trouve qu'il y a un véritable sujet, une véritable problématique au niveau européen. Vous l'avez d'ailleurs évoqué beaucoup mieux que moi, c'est cette problématique de dire on met fin aux véhicules thermiques en 2035. Je suis désolé, c'est une mauvaise idée. C'est pas les véhicules thermiques, le sujet, c'est les énergies fossiles. C'est la raison pour laquelle, dans la loi LOM de 2019, je sais que vous le savez sûrement, en tout cas je le rappelle à ceux qui ne se souviennent pas, j'ai fait inscrire par voie d'amendement l'idée que la France, elle a pour objectif de sortir de la vente, de mettre fin à la vente des véhicules qui utilisent des énergies fossiles d'ici à 2040. C'est ça qu'on a inscrit dans la loi française. Et donc, il faudrait de temps en temps qu'on s'appuie sur la loi française et non pas sur des réglementations européennes qui, à mon avis, sont trop orientées. Oui, le véhicule électrique, c'est très intéressant. Personnellement, j'en suis à mon 3e véhicule électrique. Je n'ai absolument rien contre les véhicules électriques. Mais à un moment donné, il faut regarder la réalité des territoires, il faut regarder la réalité des potentialités que l'on a. Et oui, il faut laisser les choses se faire d'un point de vue de la technologie. Et donc, voilà pourquoi en 2019, je n'ai pas voulu qu'on inscrive ceci dans la loi. Et heureusement qu'à l'époque, l'excellente ministre des Transports de l'époque, Elisabeth Borne, m'a suivi et que nous avons pu inscrire dans la loi donc la fin de la vente des véhicules à énergie fossile et non pas donc la fin de moteurs thermiques. Parce qu'on aurait eu l'air bête quand même d'écrire ça. Quand 2 ans après, dans les locaux de IFP Énergie Nouvelle à Solèze, on me reçoit et qu'on me montre en 2021, on me présente le moteur à combustion qui utilise de l'hydrogène. J'aurais eu l'air bête si ce jour-là, j'avais été reçu en disant « Bah ouais, mais moi, il y a 2 ans, j'ai inscrit dans une loi qu'il fallait surtout pas qu'un moteur comme ça puisse exister un jour. »
Vous imaginez le truc. Donc, heureusement qu'on n'avait pas fait la bêtise avant. Et c'est la raison pour laquelle aussi, moi, j'appuierai votre démarche, donc, pour ce qui concerne donc la stratégie européenne de réglementation. Je l'ai évoqué il y a quelques mois avec Pascal Canfin, quand il était à la tête de la commission qu'il présidait dans le mandat précédent. Je ne sais plus comment elle s'appelle exactement la commission, peu importe. Et je me souviens de l'échange que j'ai eu avec lui. Il m'a dit à la fin, on parle, on discute pied à pied, j'allais dire, du sujet. Et il me dit non, mais oui, il me dit, je reconnais que tu as raison. Ben, c'est pas reconnaître que j'ai raison qu'il faut faire. C'est maintenant agir pour faire changer les choses, quoi. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire. Donc, moi, c'est ce sur quoi je vais me battre à vos côtés. On essaie de vous aider. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très, très mal compris et que personne n'arrive vraiment à mettre en place. Je sais que ben ici, vous savez, ça, c'est pas le problème. C'est d'avoir une analyse globale, la fameuse analyse en cycle de vie. Je sais qu'en plus, à IFPEN, vous savez faire ça, évidemment. Vous avez des équipes qui travaillent sur ces sujets. Et donc, cette logique-là, cette logique d'analyse, elle demande de faire un effort et de bien regarder les choses de manière globale. Sauf qu'on est dans un monde de la simplicité, on est dans le monde du Twitter, on est dans le monde de l'immédiateté, et donc il faut des choses faciles à consommer et faire 3 ou 4 punchlines, et c'est comme ça que tac tac, punchline, un peu de musculation, TikTok et hop, et vous vous retrouvez en tête des élections européennes. Et donc c'est comme ça, enfin visiblement, c'est une recette qui a marché. Et donc voilà, il faut faire attention à l'immaturité, bien entendu. Il faut regarder des choses qui fonctionnent. Donc moi, je suis prêt à continuer à soutenir évidemment ce type de démarche. Peut-être rajouter aussi que on en plaisantait tout à l'heure, puisque une dame me faisait remarquer tout à l'heure que il paraît qu'on lui avait répété que récemment, j'avais dit, et je vais le redire, et je l'assume, y compris s'il y a des journalistes dans la salle, je crois qu'il y en a en plus, j'assume complètement de dire que quand on a une DGEC en France, le E de DGEC, ben oui, c'est pas électron, ça veut dire énergie. Voilà, c'est tout. Et donc j'assume, et je peux le répéter à n'importe qui, qu'il soit il ou elle soit ministre ou autre, oui, le E de DGEC, c'est énergie, c'est pas électron. Et donc on ne doit pas opposer les molécules aux électrons. D'ailleurs, ceux qui connaissent la chimie savent que pour faire des molécules, il faut des électrons. Sinon, on ne pourra pas associer les atomes. Bon, bref. Non, mais c'est un peu ironique, bien entendu, mais c'est surtout parce que je crois que c'est à nous tous. Et moi, j'essaie de le faire avec, j'ai aussi des collègues qui me suivent sur le sujet, que je suis, enfin, on travaille ensemble. Et on essaie de pousser vraiment les solutions biogaz comme d'autres solutions. Et c'est vraiment, on croit vraiment à cette somme des solutions. Quand on pense stratégie française énergie-climat et qu'on pense à la déclinaison en termes de PPE, qu'on fixe des ambitions pour le biogaz, etc., vous nous trouverez toujours un certain nombre d'entre nous pour vous défendre, pour défendre cette idée-là. Parce qu'on y croit, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose d'important. Quand l'année dernière, à l'occasion du PLF 2024, dans le cadre de fin 2023, on réussit à faire adopter le fameux amendement pour la Tire-Verte, le biogaz à la Tire-Verte, encore un combat au passage, et qu'on arrive à faire en sorte qu'à la fin, tout ceci se trouve dans le 49.3, hein, donc négocier le fait qu'il y soit un dimanche après-midi avec le ministre du budget de l'époque, parce que c'est comme ça que ça marche, vous le savez très bien, eh bien, on le fait parce qu'on a des convictions derrière. Ces convictions, c'est vraiment qu'en effet, on ne doit pas se priver. On ne doit pas se priver. Alors, certains nous mettent en avant, nous disent oui, mais comme on a beaucoup de centrales nucléaires, qu'on sait faire de l'électricité, etc., etc. Alors, moi, j'ai absolument rien contre. J'étais le rapporteur il y a quelques mois de la loi sur la sûreté nucléaire. Donc, imaginez bien que j'ai absolument rien contre. Mais encore une fois, c'est la complémentarité que je joue. Et donc, certains me disent oui, bah, du coup, le biogaz, tout ça, c'est... Ben non, justement, au contraire, encore une fois, il faut vraiment additionner les solutions. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Et donc, il faut que vous vous battiez pour que tous les acteurs politiques dont vous pensez qu'ils peuvent arriver à comprendre quelque chose sur ces sujets, il en reste, heureusement. Il en restera peut-être au moins dans les jours qui viennent, je ne sais rien. Mais en tout cas, ou les heures même, hein, ça se joue là. On a 24 heures du match. Et donc, il faut vraiment que vous leur disiez, il faut vraiment le rappeler, il faut mettre du pragmatisme. Je crois que quelqu'un a parlé de pragmatisme tout à l'heure. Mais je suis tellement d'accord avec ça qu'il va falloir continuer à se battre. Et se battre, c'est aussi ce qu'on essaie de faire depuis 3 ans avec mon équipe quand on essaie de porter l'amendement sur la baisse de l'accise, donc sur le biogaz. On n'y arrive pas. On le porte, hein, mais ça passe pas.
Bon, donc là, il ne s'agit pas de parler d'avoir transformé l'essai, on n'est même pas arrivé sur la ligne d'essai. Donc, mais bon, on va quand même continuer à se battre, on ne sait jamais. Si à un moment donné, il y a une faille dans la défense en face, on ne sait jamais, on peut peut-être y arriver. Peut-être dire aussi qu'on nous oppose souvent la question de la disponibilité pour pouvoir créer du biogaz, de la matière, etc., etc. Alors, vous le savez mieux que moi, je parle sous le contrôle de celles et ceux qui maîtrisent le sujet mieux que moi. Il me semble que si je prends ne serait-ce que les effluents d'élevage, il y a 60% des effluents d'élevage, je crois même que c'est jusqu'à 70, mais il y a au moins 60% qui ne sont pas méthanisés aujourd'hui. Or, ils sont méthanisables. Il y a des choses à faire. Il y a aussi une loi AGEC qui dit qu'on doit les biodéchets, ne plus les mettre dans la poubelle classique, etc. J'imagine que tout le monde respecte ça et que tout le monde soit les amène à un point de collecte, soit à un composteur, soit à des poules. Vous pouvez transformer en protéines qui vous permettent de vous muscler. Vous refaites le lien avec TikTok après. Non, ouais. Voilà. Donc du coup, on rentre bien dans cette économie circulaire et le biogaz a une place. Et donc, encore une fois, bien sûr qu'il y a de la place pour le biogaz. Le problème, il est quand même relativement simple. Pour toutes celles et tous ceux qui veulent pas admettre qu'on a des potentialités intéressantes avec le biogaz, c'est parce que ils n'ont pas réussi à comprendre que le biogaz, c'est pas du gaz d'origine fossile. Donc ça, voilà, il y a quelques fondamentaux qui ne sont pas là dans la compréhension du sujet. Et du coup, on se heurte vraiment à quelques difficultés. Mais vraiment, il ne faut pas lâcher. Moi, c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment être à vos côtés aujourd'hui. Pour finir, je pense que il va falloir continuer à expliquer, à montrer les potentialités, à aller au-devant des différents élus, ne pas baisser les bras, je le pense sincèrement. C'est facile à dire, mais évidemment plus difficile à faire. Mais je crois que c'est uniquement dans ces conditions qu'on arrivera à faire en sorte que le biogaz soit considéré vraiment comme une des solutions en termes de défossilisation progressive de notre économie, parce que c'est ça qu'on est en train de faire. Souvent, on oppose alors les grands discours, les ayatollahs d'une certaine forme d'écologie. Je répondais à l'un d'entre eux tout à l'heure sur les réseaux sociaux par rapport à... Il m'attaquait sur la proposition de loi que je faisais hier, et on voyait bien que dans l'attaque qu'il faisait, il n'avait même pas lu la proposition de loi, parce que finalement, ce qu'il reproche se retrouve... Enfin bon, bref, on a un petit problème là. Et donc, voilà, et donc ces personnes-là, il faut qu'elles arrivent à comprendre que, en réalité, on est en train de tout simplement essayer de ne pas opposer économie et écologie. Évidemment, voilà, j'enfonce une porte ouverte, mais ce qu'il faut faire, c'est la transition écologique de notre économie, et que ceci, ça ne peut se faire que de manière particulièrement progressive. Et donc, si on veut embarquer un maximum de nos concitoyens, eh bien, il va falloir continuer à essayer d'expliquer que le biogaz va s'additionner avec d'autres sujets. Ça peut être la capture du carbone, ça peut être l'hydrogène produit de différentes manières, c'est des électrons qui viennent de nos centrales nucléaires, mais que tout ça, ça a un seul et unique objectif, c'est aller vers la diminution des quantités de CO2 qui restent dans l'atmosphère une fois qu'on fait la balance entre ce qui est fixé de manière naturelle et ce qui est produit de manière un peu naturelle, mais souvent biogénique. Et donc, quand on aura bien assimilé tout ceci, eh ben, je pense qu'on arrivera à plus partager ces solutions. Pour finir, n'oublions pas quand même que dans nos territoires, il existe de belles expériences autour du biogaz. Il faut aussi les valoriser. Il ne faut pas hésiter à les mettre en avant. Je sais que certains le font. Moi, j'en ai vu des remarquables, notamment en lien avec le monde agricole. Je finirai par là parce que le monde agricole, on le regarde toujours comme étant un monde un peu particulier. Vous vous approchez du salon de l'agriculture, plus on s'approche du salon de l'agriculture, plus les sondages autour de l'amour que les Français ont pour les agriculteurs progressent de telle manière qu'on est à 90, 94, 95% de sympathie, etc. Enfin, c'est fantastique, quoi. Donc, sauf qu'après, concrètement, dès qu'on commence à dire, tiens, on va donner la possibilité à des agriculteurs de pouvoir gagner un peu mieux leur vie avec de l'agrivoltaïsme, avec de la méthanisation, des choses comme ça. Oh là là, faut pas que ça devienne des énergéticiens, etc. Faut surtout pas leur donner des perspectives trop importantes. Voilà. Quand il s'agit de dire qu'il va falloir les soutenir en acceptant peut-être de mettre un peu moins d'argent sur le numérique et de mettre un peu plus d'argent sur l'alimentation pour acheter du local, oulala, ça commence à poser un problème, etc., etc. Donc là aussi, on a un sujet. Donc pensez aussi au monde agricole. Je pense qu'avec le monde agricole, on peut continuer à faire des choses intéressantes. Ne jamais les prendre pour des imbéciles non plus, les agriculteurs, c'est important. Par contre, si on travaille avec eux, essayons de les aider. Ils font partie de la solution, notamment dans la grande boucle de la neutralité carbone, parce que
on a besoin d'eux pour fixer un maximum de CO2. Et si on n'a pas une agriculture qui fonctionne bien, eh bien évidemment, on aura un problème pour fixer du carbone, ça va de soi. C'est évident, mais encore faut-il l'avoir bien en tête. Alors moi, ce que j'essaie de porter à l'Assemblée nationale, sur les questions d'énergie, de mobilité, d'agriculture, c'est cette vision-là, une vision extrêmement pragmatique, avec jamais d'opposition fondamentale entre donc les questions d'écologie et d'économie, et tout simplement en mettant toujours en avant la science par rapport à certaines croyances, parce qu'aujourd'hui, de ces croyances, ça risque de mal finir, quoi. Voilà. Donc sortez des croyances et faisons-nous confiance.